on to the next panel. This one is on algorithmic bias, unveiling sexism in the hot topic of the moment, AI. In the last couple of months, we've all had lots of conversations about the future of AI, I'm sure. We've seen lots of dramatic headlines. At Sifted, we've been using it to generate images for the website, and it's a little bit disheartening how much you say, do me a picture of a scientist and a coder, and it comes back with men. And then I complain to the person who's done it, and they say, hey, it's the algorithm. And I'm like, well, put in a different prompt then, because I'm not happy with this result. So to talk a bit more about the bias that may exist in AI and what we can do about that, I'm going to introduce Céline Lesors, who can introduce her own panel, who you've met before, one of the co-founders. Bonjour à toutes et tous. Alors le sujet des algos et du sexisme est suffisamment complexe pour qu'on le fasse en français. J'espère que tout le monde sera d'accord avec ça. Avant d'introduire nos deux incroyables speakers, je voudrais poser une question à la salle. Combien d'entre vous pensent que les algorithmes sont sexistes? Allez, je dirais un gros 80%. Et combien d'entre vous ont donc mis en place des choses effectives dans leur boîte ou dans les boîtes dans lesquelles ils ont investi pour lutter contre le sexisme des algorithmes? Peut-être 3%. Voilà. Et bien donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Justine Cassel et Alex Lebrun pour aborder ces sujets. Justine, vous êtes chercheuse en intelligence artificielle, directrice de la recherche à l'INRIA, écrivain, enseignante partout dans le monde. Vous êtes un vrai rôle modèle. Merci d'être là. Merci. Alexandre Lebrun, vous êtes serial entrepreneur. Vous en êtes à votre 3e société, un vrai pionnier de l'intelligence artificielle. Et à votre compteur, vous avez le succès d'avoir vendu une boîte à Facebook, 8.ai. Merci d'être là. Quand on s'est rencontrés il y a quelques mois, années, été touchée par ta générosité et je me suis dit, en fait, les gens les plus brillants sont souvent aussi les plus simples. Merci d'être avec nous. Merci. Pour démarrer, Justine, j'ai une question pour vous. Est-ce que les algorithmes, ils sont sexistes ? Ce n'est pas vraiment les algorithmes qui sont sexistes, c'est les personnes. Je vais d'abord introduire un autre terme, stéréotype. Alors notre apparatus neuronal n'a pas la capacité de traiter toutes les données qui rentrent par nos yeux, nos oreilles, notre bouche, etc. Et donc au lieu de traiter ces données, on fait du pattern matching. Je vois une fille, je me dis, ah, je sais ce que c'est qu'une fille, elle grandira de devenir entrepreneuse, réussie, milliardaire. Malheureusement, ce n'est pas ça. Ce qui vous montre exact, c'est qu'une stéréotype. Stéréotype devient biais lorsque on agit sur la stéréotype. Lorsque quelqu'un dit, ah, c'est une femme, elles ne réussissent pas souvent. Dans les petites boîtes, on ne va pas lui donner des fonds. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais psychologique. Et on le différencie du biais algorithmique qui traite des données telles que le nombre de femmes qui ont reçu un prêt d'habitation, le nombre de femmes entrepreneuses, et on fait des décisions. Est-ce qu'il y a un nombre important de femmes qui ont réussi avec leur boîte? Il n'y en a pas, et donc on ne leur donne pas un prêt. Ben, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont des boîtes, mais l'algorithme ne connaît pas la raison. Ça, c'est le biais algorithmique. Et Justine, vous avez cofondé l'association Equal AI. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, Equal AI est un organisme à but non lucratif
qui aide les grandes et petites entreprises, les gouvernements, à reconnaître le biais chez eux et dans leurs produits et se battre contre pour un meilleur monde. Merci. Alexandre, est-ce que vous pourriez illustrer les conséquences des algorithmes qui auraient des biais sexistes, par exemple ? Oui, donc par exemple en médecine, si je vous demande quels sont les symptômes d'une crise cardiaque, je ne sais pas si tout le monde va dire voilà, douleur thoracique. En fait, la réalité, c'est que chez les hommes, oui, le symptôme numéro 1, c'est douleur thoracique, mais chez les femmes, c'est plutôt des douleurs dans le menton, dans le cou, fatigue persistante. Je ne sais pas si quelqu'un a ça en ce moment, il faut voir le médecin, il est dans la salle, mais et en fait, ce n'est pas les mêmes symptômes. Et comme les datasets utilisés pour les IA de médecine, on se rend compte petit à petit qu'en fait, il y avait 90% d'hommes dans l'étude, l'algo, il reproduit juste ça et il pense que la crise cardiaque vient forcément associée à une douleur thoracique. Donc si vous appelez un algo d'IA pour vous trier en tant que patient et que vous avez les autres symptômes, peut-être que ce sera catégorisé comme juste une crise nerveuse, hystérie, ils aiment bien pour les femmes. Et voilà, ça c'est un exemple pratique qui arrive tous les jours. Et comme l'a dit Justine très justement, il n'y a pas de biais dans l'algorithme ou dans le modèle en lui-même. En fait, un algo d'IA, c'est en général 300 ou 400 ou 500 lignes de code. Dans ce code, sauf erreur manifeste, il n'y a pas de biais. Par contre, si on a un biais dans les datasets qu'on utilise pour l'entraîner, ça reproduit à grande échelle quelque chose qu'on fait humainement à petite échelle. Si on lui donne des exemples biaisés, la sortie sera biaisée, et c'est ce qu'on voit tous les jours. Alors du coup, comment on fait pour avoir une base de données qui soit non biaisée, puisque je comprends que le sujet, c'est la donnée et pas l'algorithme? Alors, il y a des erreurs d'omission et de commission dans les bases de données. Par exemple, il y a le plus grand corpus d'images de personnes sur lequel sont basés la plupart des algorithmes qui reconnaissent les personnes sur les photos, avaient très peu de visages noirs. C'est un problème d'omission. Un problème de commission, c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur les prêts, où on pense que les femmes sont moins fiables pour les prêts que les hommes. Alors, pour reconnaître ces problèmes, il faut d'abord que nous reconnaissons que nous avons tous des stéréotypes et tous des biais. Il y a une très belle sculpture à l'extérieur de cette salle qui vous permet de passer un test extrêmement évocateur qui s'appelle Implicit Bias Test. C'est horrible parce que vous allez apprendre que même vous, avec toutes vos bonnes intentions, vous êtes biaisé. Donc ça commence par ça, parce que c'est en reconnaissant nos biais qu'on arrive à les arrêter avant qu'ils partent par nos mains, par notre bouche. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la diversité dans les équipes qui recueillent les données et qui les traitent. Bon, d'abord, on sait, et je pense que vous le savez tous et toutes, que la diversité d'une équipe prédit la créativité du produit qu'ils produisent. Donc, il faut de la diversité dans tous les cas, mais une diversité de personnes qui travaillent sur un algo promet qu'il y aura des exemples de toutes sortes de personnes. Ça, c'est la deuxième façon de le faire. Et puis, troisième façon, c'est un moyen technique, c'est-à-dire qu'on peut introduire dans les algos une espèce d'équation. Donc, je vous ai donné l'exemple de femmes et d'hommes qui demandent un prêt d'habitation. On peut introduire une espèce d'équation qui regarde le nombre de prêts faits pour les hommes et pour les femmes et demande toujours que le nombre de prêts pour les hommes moins le nombre de prêts pour les femmes égale 0. Donc, 3 façons d'emblée de traiter ces problèmes. Alexandre ? Oui, d'abord sur le test que tu mentionnais, je l'ai passé à Facebook, c'était obligatoire pour tous les employés dans la Silicon Valley.
Et c'est horrible, effectivement, de voir, parce qu'on se dit, non, mais tout le monde, mais pas moi. Et en fait, si, nous aussi, voilà, donc passer ce test, je recommande. Voilà, sur les techniques ensuite de détection des biais, effectivement, il commence à y avoir des choses, c'est un sujet de recherche très actif, justement vous êtes dessus. C'est assez complexe, les modèles deviennent de plus en plus gros, et même si on fait attention que ça ne s'appuie pas sur le genre, femme ou homme, il y a des corrélations très profondes qui fait que l'algorithme devine quand même que si on parle d'une femme ou un homme, même si l'information n'est pas là. Et donc, par exemple, si vous assurez, je sais pas, une Mini Cooper rose dans le 16e arrondissement, vous savez que c'est, je vous dis pas qui, un homme, une femme. Et voilà, donc il y a des corrélations qui sont très profondes et très difficiles à extirper du modèle. Peut-être un petit mot à propos de la bulle, qui était donc cette obsession de Tatiana. Quand on a démarré Sista, Valentine nous avait dit il faut faire du quantitative feminism, donc compter les femmes pour que les femmes comptent. On a toutes et tous passé les tests implicites d'Harvard. Moi, la première, je me suis rendu compte que j'avais un léger biais sexiste et que j'associais un peu plus les hommes au travail et un peu plus les femmes à la maison. Je le dis toujours pour décomplexer, puisqu'en fait, moi-même, la féministe que je suis déconstruite, a un biais, je suis le produit de la société. Et donc, on sensibilisait beaucoup sur les tests implicites, et puis en fait, on avait souvent peu d'écho, et on s'est dit, you can't be what you can't see, il faut donc voir cette bulle pour pouvoir aller passer les tests, faites-le. Je pense que c'est très instructif, et c'est le premier pas vers une certaine déconstruction. Revenons à nos questions. Donc du coup, est-ce qu'on peut, Justine, ou est-ce qu'on doit créer une base de données non sexiste avec des données synthétiques pour entraîner nos modèles et s'assurer qu'il n'y ait donc pas de biais qui soit induit? Bien sûr que si, mais non seulement pas sexiste, pas raciste, pas contre toutes les catégories qui nous rendent une civilisation intéressante et puissante. Il faut essayer d'ôter ces problèmes. J'ai un exemple encore d'ImageNet. On a donc recueilli plein de photos de personnes et on les a données à des annotateurs. Et quand j'ai regardé ImageNet, je me suis rendu compte qu'un annotateur a trouvé une photo d'une chef très renommée et il a mis comme label bitch. Pourquoi? Parce que dans un entretien, elle a dit bitches like me succeed in the kitchen. Donc oui, c'est pas facile. Et puis il y a des défis aussi. Par exemple, pour revenir à cet exemple de prêt d'habitation, il est vrai que malheureusement aujourd'hui les femmes gagnent moins que les hommes. Alors est-ce que les banques ne le prennent pas en compte? Est-ce que pour eux, ce qui est plus important, c'est l'égalité ou l'argent? Pas besoin de répondre, vous avez toute la réponse. Donc c'est pas facile ce sujet. Alors impossible de parler d'IA sans parler de LLM. Pour la salle, LLM, c'est le mot technique pour parler de ChatGPT. Ça fait super pro, je vous en prie, utilisez-le. Alexandre, est-ce qu'il y a un risque spécifique avec les LLM et il n'y a pas de possibilité de reverse engineer les algos d'LLM? Donc comment on fait pour s'assurer qu'il n'y a pas encore plus de biais sexistes, raciaux Le problème principal avec les LLM, c'est que par construction, par entraînement, en fait, la forme est parfaite. Donc vous le savez si vous avez joué avec ChatGPT, et il faut vraiment le faire. Mais parfois, la sortie peut être complètement fausse sur le fond, mais parfaite dans la forme. Donc, par exemple, tu citais Gaspard Koenig qui a posé une question sur Rousseau, et ça lui a sorti des passages entiers de 2 d'éducation, qui en fait n'existe absolument pas, mais avec un aplomb absolu qui rend l'erreur bien cachée. Donc c'est le risque principal que je vois quand j'observe les gens utiliser ChatGPT. Beaucoup prennent les réponses pour la vérité acquise à cause de cette forme. L'autre problème des LLM, enfin l'autre puissance des LLM qui est aussi leur danger, c'est qu'ils sont très gros. Donc l'idée de comprendre
qu'est-ce qui se passe dans cette boîte noire avec 300 milliards de paramètres est absolument impossible. Mais cela dit, ce n'est pas vraiment possible non plus avec des modèles précédents. Justine ? Je suis d'accord qu'il faut faire attention, qu'il faut lutter contre, et que c'est quelque chose qui va changer. C'est comme le langage. Il y a 20 ans, la France a essayé de mettre en place un langage non sexiste. Les mots pour les médecins femmes, pour les infirmiers hommes. Et à cette époque-là, je faisais des études en linguistique avec des enfants. Et donc, j'ai trouvé un moyen de savoir qui utilisait ces termes et quelle signification avaient ces termes pour les enfants. Et ce que j'ai appris, malheureusement, c'est que les enfants les plus sexistes utilisaient les termes genrés, femmes, médecins, etc. Parce que ce n'est pas le langage qui change la société, c'est la société qui change le langage. Donc il faut lutter des deux côtés, du côté des algos et du côté de la société. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, je pense. Merci. Une dernière question à vous deux. Vous avez dans la salle des entrepreneurs, des investisseurs. C'est le moment d'influencer. Alors, quelles sont vos recommandations pour lutter contre les biais sexistes dans les algorithmes? Alors, diversité d'équipe, tout premier. Alors, aujourd'hui, de nos jours, nos algorithmes demandent moins d'annotation de données, ce qui facilite beaucoup la tâche d'entraînement d'un algo, mais ça rend plus difficile la découverte de biais. Donc c'est vraiment au moment de la constitution de la base de données. On parle beaucoup aujourd'hui de la transparence de l'IA et de l'IA responsable. Transparence dans ce contexte veut dire qu'on peut voir quelle base de données a été utilisée, qu'est-ce qui est dans la base de données a été utilisé pour entraîner, par exemple, un LLM. C'est hyper important pour enlever les biais. Également, on parle d'IA responsable, et IA responsable, c'est le fait qu'on s'en fiche pas, qu'on passe notre temps à chercher et à savoir que notre produit sera meilleur et que le futur sera meilleur si on regarde un petit peu mieux ce qui se passe avec nos bases de données. J'ai rien à rajouter, je peux juste illustrer, je suis d'accord. En 2016, vers 2h du matin, j'étais au bureau de Facebook AI Research avec quelques personnes et on jouait avec des modèles. Et tout d'un coup, quelqu'un s'est rendu compte que dans ImageNet, justement, les modèles qui trouvaient avec 100% de réussite les balles de tennis sur toutes les images, donc c'est le genre de choses qu'on fait quand on fait la recherche en IA à 2h du matin, il s'est mis à rajouter des pixels noirs dans les cheveux des gens qui étaient aussi sur la photo. Et tout d'un coup, le modèle a dit « Ah, j'ai changé d'avis, finalement, c'est les balles de ping-pong ». Et en fait, on a découvert comme ça ce biais terrible qui est, finalement, le modèle n'apprenait pas à reconnaître la balle, mais le contexte racial autour, et il se servait de ça de manière primaire, parce que dans le dataset ImageNet, qui est la Bible, tous les gens qui jouent au ping-pong sont asiatiques, tous les gens qui jouent au tennis sont blonds. Voilà, on a découvert par hasard. La personne qui a découvert ça s'appelle Moustapha Cissé, c'est un chercheur très très doué, d'origine sénégalaise, et je ne pense pas que ce soit complètement un hasard. Si nous, on jouait avec depuis 2 ans, on n'avait même pas pensé à faire ce genre d'expérience. Donc je suis d'accord, la diversité de l'équipe est à la source de plein de solutions. Et c'est vraiment du bricolage, le machine learning. En fait, quand on commence un nouveau modèle, il n'y a pas de dataset, on se dit il faut des datas, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on appelle nos copains, on va chercher, ah ouais, je connais un prof là, j'ai des copains étudiants, je vais les payer 3 € par heure pour qu'ils me annotent. Et donc forcément, ça va être des gens de ma bulle, de mon réseau, des gens comme moi. Et donc tout part de l'équipe. Voilà, ensuite, quand on expérimente un modèle, les premières minutes, quand il est prêt, après 2 semaines d'entraînement sur le GPU, il sort du four, on fait des premiers tests, et puis souvent on va se dire en fait mon modèle fait n'importe quoi, je jette à la poubelle, je recommence.
Mais ce jugement initial, il est complètement biaisé, en fait. Il n'est pas du tout factuel. Voilà. Donc, en fait, à toutes les étapes du process de recherche en IA, l'impact de l'équipe a une grosse influence. Et donc je suis complètement d'accord. Merci beaucoup. C'est le moment des questions de la salle. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Alors, j'ai une question de correction. C'est-à-dire, comme malheureusement, il n'y a pas assez de femmes en fait, dans la tech, et donc beaucoup d'hommes, et que de facto, en fait, pas mal d'applications sont créées avec des biais masculins, est-ce que ça se répare, ça? À quel moment, en réalité, on peut réparer et à quel moment on ne peut plus? Alors, je vais répondre au niveau technique. En fait, justement, sur les choses comme ChatGPT, qui ne sont pas encore parfaites, ChatGPT est quand même beaucoup plus correct, en tout cas politiquement correct, que les LLM précédents, GPT-3, GPT-4, etc. Parce qu'il est entraîné en 2 phases. Et donc il y a une première phase d'entraînement non supervisé où il prend tout le contenu d'Internet, tout ce qu'il trouve, et on contrôle très peu les biais. Et ensuite, il y a un fine-tuning, donc on appelle RLHF, dans lequel des humains vont lui corriger en fait les sorties en disant à chaque fois celle-là elle est bonne, je préfère celle-là, je préfère celle-là, je préfère celle-là. Et cette seconde phase d'entraînement, c'est vraiment des recherches en cours. Il y a un papier qui est sorti il y a 1 mois qui s'appelle Lima donc qui montre qu'avec seulement des quelques milliers de corrections, on arrive à contrecarrer beaucoup de biais. Donc voilà, c'est plutôt un espoir de solutions techniques. On a le temps de prendre une dernière question. Ça résonne plus donc. En fait, je suis docteur en intelligence artificielle et en fait, c'est important de dire qu'aujourd'hui, les biais sont partout. C'est bien de les reconnaître et c'est assez normal d'avoir des biais. C'est important de savoir que c'est assez normal parce que comme ça, on break un peu le côté, comme vous aviez dit, je sais que maintenant, je suis biaisée par rapport à cet aspect-là. Moi, j'ai envie de dire que tout le monde a des biais et c'est la seule façon d'appartenir, de toute façon, si on veut revenir dans la science et dans ce qui est assez normal. Maintenant, la question d'être conscient de cela, c'est tout le travail finalement à travers ces tests, à travers les équipes diverses, etc., qu'il faut davantage accentuer. Et le fait de tuner aussi les algorithmes, comme vous l'avez expliqué, en rentrant un petit peu dans les hypothèses, en mettant des garde-fous pour s'assurer finalement qu'il ne va pas aller vers une tranche plus qu'une autre, vers une pattern plus qu'un autre, etc. Et tout ça, ça nécessite des gens qui sont autour de la table, pluridisciplinaires, pas que des technology practitioners, généralement je les appelle comme ça, c'est des experts comme vous, mais par contre des équipes pluridisciplinaires qui sont capables de se poser la question in multiple contexts. Et ce n'est pas uniquement dans le contexte, uniquement technologie, on sait tuner, on sait faire un algorithme, etc. C'est important d'avoir aussi des gens qui viennent des métiers, des gens qui viennent de la société, etc. pour qu'il y ait des regards différents, multiple perspectives, et on est capable de se dire, ah, là il y a un biais. Là, il y a un problème, là, il y a quelque chose qui va pencher et il ne faudrait pas que ça penche parce que sinon, ça engendrerait des dégâts, etc. Et donc, c'est important et j'aime bien en fait ce que vous avez expliqué là-dessus. Mais encore une fois, ça revient à la question principale, diversity teams with heard voices. C'est ça la clé. Bon, voilà une question conclusion. Un grand merci. Alexandre, Justine, merci de nous avoir éclairé de votre savoir. Peut-être pour finir sur une petite citation de Simone Weil, il reste de toi ce que tu as donné et vous nous avez donné beaucoup, donc merci beaucoup à vous. Merci Céline.